Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir deux chercheurs, deux jeunes chercheurs. Je présenterai d'abord Nadia Fadil. Nadia Fadil est belge, elle est professeure associée au département d'anthropologie culturelle et sociale de l'université de Louvain, la Königliche Universität Leuven, donc la partie néerlandophone de Louvain. Vous êtes néerlandophone. Vous avez fait une thèse en 2008 sur la radicalisation en Belgique de la deuxième génération. Et vous avez aussi fait un séjour postdoctoral à l'Institut européen de Florence, comme d'ailleurs Eliamine. Vous avez tous les deux fréquenté la même institution à 5-6 ans d'intervalle. Vous avez été ensuite chercheuse invitée à l'Université de Californie à Berkeley. Vous avez été aussi invitée à Columbia. Donc vous avez une envergure internationale qui est reconnue et vous dirigez actuellement le master d'anthropologie de votre université. Vous avez co-dirigé des divers ouvrages sur la radicalisation. Vos terrains, c'est la Belgique, c'est les Pays-Bas, c'est aussi la France à l'occasion. Mais en plus de ces travaux de terrain, vous êtes également, c'est inévitable quand on travaille sur ce genre de sujet, interrogé sur la méthodologie de l'enquête et de l'enquête anthropologique, y compris ses aspects éthiques. Alors Eliamine Setoul, lui est français, maître de conférence au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, auprès de la chaire de criminologie d'Alain Boer. Vous avez fait votre thèse à Sciences Po, je vous ai connu à l'INED lorsque vous faisiez un séjour postdoctoral, et puis ensuite vous êtes allé, vous aussi, à l'Institut européen de Florence de 2013 à 2015. Votre HDR a été soutenu en 2023, j'avais le grand plaisir d'être dans le jury au milieu de grands spécialistes internationaux de la radicalisation, puisque la déradicalisation était votre sujet, mais auparavant, vous avez fait aussi pas mal de sociologie militaire. Vous êtes fait partie des rares chercheurs qui ont enquêté avec l'armée, au sein de l'armée. Parmi vos publications, il y a au PUF « Penser la radicalisation djihadiste ». Et puis, peut-être que vous l'évoquerez, vous avez mené des enquêtes de longue durée en milieu carcéral dans le cadre de programmes de prévention de la radicalisation. Vous nous parlerez de tout ça. Et comme Nadia Fadil, vous avez vous aussi pas mal réfléchi sur la méthodologie et l'éthique des enquêtes sur ce sujet évidemment ultra sensible. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous donner la parole. Alors, Eliamine, vous allez nous présenter maintenant un PowerPoint avec des images assez sensationnalistes. Bon, ce n'est pas tout à fait le style du collège, donc vous verrez. Mais c'est votre texte qui va compter, et puis ensuite, on donnera la parole à Nadia Fadil. Alors bonjour à tous, merci, je suis très honoré de présenter mes recherches ici au Collège de France. Avec François Héran, j'ai le plaisir de retrouver. Comme il a dit, on s'est croisés lors d'un postdoc il y a quelques années à l'INED. Alors peut-être quelques mots sur moi pour vous dire d'où je parle. Je suis d'abord un sociologue de l'immigration qui a focalisé son attention sur l'armée française. En fait, j'ai fait une thèse à Sciences Po sur l'engagement des militaires issus de l'immigration. L'objectif était de comprendre les motivations, les profils, les expériences de ces segments de population. Par la suite, en 2012-2013, j'ai commencé à m'intéresser à l'engagement djihadiste en essayant de comprendre si éventuellement il y avait des points communs, des parallèles entre des formes d'engagement militaire conventionnel et des formes d'engagement dans la violence à référentiel djihadiste. Aujourd'hui, je dirige une équipe, je suis en détachement au ministère des Armées, je dirige une équipe de sociologues qui se consacre à l'étude de l'institution militaire sous l'angle des sciences sociales, donc histoire, géographie, etc. Alors, mon intervention va s'articuler autour de 3 axes. Je vais d'abord faire un rapide état des lieux de ce qu'est le djihadisme de la dernière décennie. Ensuite, je parlerai de mon enquête,
J'ai mené une enquête entre 2018 et 2022, notamment en prison, pour essayer de comprendre un petit peu ces processus de djihadisation, comme je les appelle. Et puis, on terminera autour de la partie théorique. J'essaierai de vous donner un petit peu des éléments de compréhension sur comment finalement on s'engage dans des phénomènes de violence à référentiel djihadiste ou autres, parce qu'en fait aujourd'hui je travaille de plus en plus sur les phénomènes d'ultra-droite et je constate beaucoup de points communs entre le djihadisme et l'ultra-droite. On pourra discuter dessus. Alors la première chose à dire, c'est que le phénomène de radicalisation, alors voilà, est un objet qui, depuis une décennie, a cristallisé une littérature exponentielle. On compte à peu près entre 40 et 50 000 articles sortis depuis 10 ans en français et en anglais. Et ce qui est frappant, c'est la largeur, je dirais, du spectre disciplinaire, je dirais des disciplines qui abordent cet objet radicalisation. Alors, vous avez la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, comme le fait Nadia, mais vous avez aussi la psychanalyse, la psychiatrie, l'islamologie, les infocoms, etc. Donc c'est un objet qui est appréhendé par un très vaste éventail, je dirais, de disciplines. Alors, ma présentation va se focaliser plus spécifiquement sur l'État islamique. L'État islamique, depuis, à partir de 2011-2012, c'est entre 30 et 35 000 combattants qui ont été recrutés, dont 5 000 Européens, parmi lesquels entre 1 700 et 2 000 Français, ce qui fait de la France le premier pourvoyeur de combattants occidentaux à Daesh, et le 5e ou le 6e à l'échelle globale. Tout dépend des statistiques des think tanks. D'ailleurs, souvent, on classe la Russie, essentiellement des Tchétchènes, la Tunisie, le Maroc et la Jordanie. Dans les prisons françaises, on a actuellement entre 200 et 300 TIS. TIS, c'est l'acronyme pour terroristes islamistes, des individus qui ont été condamnés pour AMT, association de malfaiteurs en vue de commettre une action terroriste, et entre 4 et 500 DCSR. DCSR, c'est détenus de droit commun susceptibles de radicalisation. Alors, c'est des détenus, comme son nom l'indique, qui ont été condamnés pour des faits de droit commun, mais dont le discours, les attitudes présentent des ambiguïtés qui font qu'ils peuvent être catalogués dans cette catégorie, qui leur donne un certain accès à des ateliers, prévention de la radicalisation, etc. Alors j'ai dit qu'il y avait entre 200 et 300 TIS, c'est aussi une population assez hétérogène. Vous avez là-dedans ce qu'on appelle les revenants des zones irako-syriennes, vous avez les velléitaires. Les velléitaires sont des jeunes qui ont tenté d'aller sur zone et qui ont été captés avant, notamment en Turquie, à Istanbul, etc. Vous avez aussi des individus qui sont en fin de peine, qui ont été condamnés par exemple dans les années 90 à l'époque des GIA, donc du groupe islamique armé algérien, qui ont fait 20-25 ans de prison et qui aujourd'hui sont encore en prison en fin de peine. Vous avez des individus qui ont tenté de passer à la violence sur le territoire national. Donc c'est une catégorie qui est assez, je dirais, hétéroclite. Mon enquête a été menée entre 2018 et 2022. Et ma stratégie s'est fondée sur plusieurs, je dirais, sources de données, sur la collecte de plusieurs sources de données. D'une part, des ateliers, ce qu'on appelle les ateliers PPRV, Programme de prévention de la radicalisation et de la violence. Il faut savoir que la pénitentiaire a mis en place des dispositifs de lutte, de prévention de la radicalisation en prison. Et il se trouve que je suis régulièrement sollicité pour y participer. J'ai également été sollicité par une équipe du CNRS qui travaillait sur l'aumônerie musulmane des prisons, notamment son élaboration, son développement. Comme j'avais travaillé sur l'aumônerie musulmane des armées, on m'a sollicité. Ce qui a pas mal alimenté mes travaux, parce que j'ai rencontré des détenus, des aumôniers, qui ont pu parfois avoir un lien avec je dirais, des phénomènes de radicalisation. Au sein de la chaire de criminologie du CNAM, il faut savoir aussi que je gère un diplôme sur la radicalisation
qui m'a permis de rencontrer beaucoup de professionnels, issus d'un très large spectre aussi je dirais, de corporations, hein, des éducateurs, des gens qui travaillent en prison, des gens qui travaillent dans le renseignement, des étudiants, des aumôniers, des psychologues, etc. Et ces personnes ont été aussi une source de données, puisque souvent ils étaient parfois, enfin pas toujours, mais ils étaient parfois en contact avec des personnes radicalisées, et ils me faisaient remonter des informations. Et ça aussi, ça a alimenté, je dirais, mon travail. Cette enquête que j'ai menée entre 2018 et 2022 a fait l'objet d'un ouvrage, comme l'a dit François, qui est sorti au PUF, donc Penser la radicalisation djihadiste, acteurs, théorie, mutation. J'ai eu la chance d'être primé aussi, j'ai eu 2 prix à travers ce livre, et j'en suis très, très heureux. L'objectif de ce livre, c'était de comprendre les processus de djihadisation, avec une hypothèse très forte, celle que l'État islamique a cristallisé un vivier de combattants dont l'engagement est impossible à décrypter, je dirais, de manière monocausale. On a eu un débat français qui était assez focalisé sur une dualité théorique sur laquelle je vais revenir, islamisation de la radicalité ou radicalisation de l'islam. J'ai très rapidement vu sur le terrain qu'il était impossible de rendre compte de cette diversité sociologique à travers cette dualité théorique. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les dimensions méthodologiques, on pourra revenir dessus. Je pense qu'on peut avoir une cartographie assez précise des processus de djihadisation à travers ce que j'appelle le pentagone théorique de la djihadisation. Alors pourquoi pentagone? Je pense qu'on peut articuler l'engagement autour de 5 pôles, 5 axes, qui ont chacun leur logique, qui peuvent également être cumulatifs. Ces 5 axes sont la dévotion, l'émotion, la politisation, la manipulation et enfin la pulsion. Je vais décrire les caractéristiques de ces processus de djihadisation en essayant à chaque fois de l'incarner à travers des exemples que j'ai, soit que j'ai rencontrés, soit des exemples plus connus qui sortent, je dirais que j'ai pu voir dans la presse. Dans la dévotion, on a des jeunes dont les parcours se caractérisent par un processus de salafisation. La salafisation, ça vient de l'arabe salaf al-salih, ça signifie les pieux ancêtres. Les salafistes sont des musulmans qui vont chercher à copier ces premiers musulmans du 7e siècle, considérant qu'ils ont la meilleure pratique de l'islam et que donc si on veut aller au paradis, il faut, je dirais, leur ressembler le plus possible. À travers, bien sûr, la dimension physique, vestimentaire, hein, le port de la barbe, le chramis, etc. Mais surtout à travers une orthopraxie, c'est-à-dire une pratique orthodoxe, un rigorisme, le rigorisme caractéristique, je dirais, de ces premiers musulmans. Chez ces jeunes, on observe une forte appétence pour l'apprentissage religieux et linguistique. On voit des jeunes télécharger des applications, apprendre la langue arabe, etc., très rapidement. Une vision du monde ancrée dans un imaginaire islamique, la mobilisation de références coraniques, hadithiques aussi, les hadiths, donc les faits et gestes rapportés du prophète, ont une place considérable, je dirais, dans l'univers des djihadistes. C'est aussi ces hadiths ont été particulièrement mobilisés par je dirais, les responsables, les doctrinaires de l'État islamique, puisqu'on en compte des milliers, donc on peut un peu construire son idéologie un peu comme on veut. Il y a des hadiths plus ou moins avérés, forts ou faibles. On sait que l'État islamique a beaucoup puisé dans les hadiths faibles. Exemple, aller en Syrie, mourir en Syrie, c'est aller directement au paradis. Ça, c'est un hadith faible. Mais pour l'État islamique, ça a été considéré comme un hadith fort. Ça a été érigé en hadith fort, pour motiver justement des jeunes à venir combattre pour eux. Chez ces jeunes, on observe également un souci de purification, tasfiya en arabe, avec le souci très fort de se sauver d'une société fondamentalement corrompue et corruptrice. Cette idée de pureté, elle est également très présente. Un exemple que je n'ai pas rencontré, parce que c'est un jeune qui est décédé sur zone, mais on a beaucoup d'éléments sur sa trajectoire biographique. Quentin Roy, un jeune qui naît dans la banlieue nord de Paris, du côté de Sevran. Classe moyenne, voire classe moyenne supérieure, parents commerçants, plutôt bien intégrés, études de STAPS, une vie tout à fait normale. Il se convertit à l'islam,
conversion, je dirais, de proximité. Il côtoie beaucoup de musulmans, de jeunes musulmans, et se convertit à l'islam. Il rentre dans un processus, je dirais, d'orthopraxie. Il passe des journées entières à la mosquée, des nuits, il apprend l'arabe, il lit des ouvrages, une espèce d'intensité dans la pratique. Une mosquée qui était aussi une mosquée salafiste aussi, qui a fermé depuis, mais il y avait une mosquée salafiste à Sevran. Il rompt avec sa copine, il arrête ses études de sport, il est de plus en plus gêné au niveau familial lorsque il constate que ses parents boivent de l'alcool, etc., ça le gêne. Il ne va pas à l'enterrement de sa grand-mère, il considère qu'un bon musulman ne doit pas aller dans un cimetière, ou ne doit pas aller à l'église. Donc progressivement, on voit cette rupture avec le milieu familial, et un jour, il décide de partir sur zone et meurt dans des combats assez obscurs. Alors, toute cette trajectoire a été assez bien restituée par sa maman, qui a vu tout ce processus et qui a fait un livre, et qui nous permet de voir, je dirais, ces étapes séquentielles de sa radicalisation. Donc, dans cette approche théorique, vous avez des auteurs comme Gilles Kepel, Bernard Rougier, Hugo Micheron, donc des auteurs qui vont insister sur le fait que le salafisme est quelque part l'antichambre sociologique du djihadisme. Donc, il y a une relation, si vous voulez, de continuité entre salafisme et djihadisme. Face à cette école, le pôle que j'ai appelé l'émotion répond finalement ce qui caractérise ou ce qui réunit ces djihadistes, ce n'est pas tant l'appétence pour la religion, cette religiosité intensive, que finalement une radicalité sociale. On a affaire à des jeunes qui sont énervés contre la société, des jeunes dont la socialisation religieuse est relativement faible. C'est ce jeune qui dit par exemple à un fonctionnaire de police lors d'une garde à vue, moi le Coran je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est le djihad. Bon, ça pour un musulman lambda c'est déjà assez blasphématoire. Pour un salafiste, je vous laisse imaginer. On a affaire à des jeunes qui s'inscrivent dans des trajectoires délinquantes, des parcours de transgression, validés parfois par la case prison. Un processus, comme dirait Farhad Khosrow-Khavar, de sacralisation de la haine et de fascination pour la violence. Et il est vrai qu'on a beaucoup de jeunes passés par la case délinquance, prison, des jeunes qui rentrent en prison sans aucune référence religieuse et qui vont être endoctrinés à l'intérieur de la prison. Souvent des jeunes qui ont une vision assez binaire, manichéenne du monde, eux et nous, c'est déjà très très présent dans leur état d'esprit, des choses qu'on retrouve parfois dans les quartiers populaires. Eux, les forces de police, nous, les jeunes déshérités, mais eux, les blancs, nous, les minorités visibles, eux, les descendants de colonisateurs, nous, les descendants de colonisés, eux, les riches, nous, les pauvres. Donc cette vision binaire, elle est très très incrustée, je dirais, dans l'état d'esprit, dans la matrice cognitive de ces jeunes. Et il faut bien comprendre que c'est du pain béni pour les recruteurs de djihadistes, puisque la matrice djihadiste est aussi une matrice binaire. Eux et nous. Eux, les mécréants, et vous, les bons musulmans qui allez sauver vos coreligionnaires. Des jeunes également qui montrent un très fort désir de valorisation narcissique, attesté par une préoccupation constante de leur image, un désir d'héroïsation, la valorisation du capital guerrier, du capital corporel, et qui vont trouver dans cet engagement djihadiste un puissant vecteur de restauration narcissique. Comme je l'écrivais dans le livre, par une opération quasi magique, l'adhésion au djihad les fait passer du statut de loser et de victime passive de la justice des hommes à celui de soldat de la justice divine. Donc des jeunes qui passent subitement, grâce au djihadisme, de la lie de la société, quelque part. Vous êtes jeune, vous avez échoué scolairement, vous êtes issu d'une famille dysfonctionnelle, vous n'avez pas de petite amie, etc. Vous devenez un djihadiste, c'est-à-dire que vous atteignez le sommet de la pyramide. Les djihadistes se perçoivent comme une aristocratie de croyants. Et donc c'est très très puissant d'un point de vue, je dirais, narcissique. Un exemple qui me semble assez illustratif, Adel Kermiche. Alors, Adel Kermiche, pour rappel, c'est un des deux jeunes qui avait participé au meurtre du prêtre Hamel dans cette église à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la banlieue de Rouen. Les sociologues, les journalistes qui sont intéressés à son environnement direct, à son environnement résidentiel, avaient comme témoignage Adel Kermiche ne maîtrisait aucune sourate du Coran.
qu'il est difficile de parler là de salafisation. Maîtriser 0 sourate du Coran. Dans cette approche théorique, vous avez des auteurs comme Olivier Roy, Farhad Khosrow-Khavar, Alain Berthaud, qui, eux, vont plutôt insister sur l'idée d'une rupture entre salafisme et djihadisme, contrairement à cette première école théorique que j'ai décrite. Troisième école, la politisation, qui dit aux deux premières, ok, radicalisation de l'islam, islamisme de radicalité, mais quid du politique? Quid des interventions occidentales au Moyen-Orient? Quid de l'invasion en 2003 en Irak, qui a quand même déstabilisé la société? Pour cette école, il est nécessaire de politiser les choses. Ces jeunes acteurs s'inscrivent, ces jeunes djihadistes s'inscrivent dans une forme d'action politique non conventionnelle. L'Occident développe des logiques de domination à l'égard du Moyen-Orient, on invente des fausses guerres pour aller en Irak, on intervient des années en Afghanistan, on investit des centaines de milliards de dollars qui mènent finalement pas à grand-chose en termes de résultats. Donc il y a une forme de violence occidentale à l'égard de ces sociétés, et le djihadisme serait quelque part une forme de contre-violence. C'est la conséquence de nos actes politiques. Cette violence symbolique ou physique est également perceptible à l'échelle, je dirais, infranationale, à l'échelle nationale. C'est aussi nos politiques, en France et en Europe, à l'égard des populations, je dirais, de confession musulmane. On a un certain nombre d'études, à l'INED notamment, qui montrent que lorsque vous avez un patronyme à consonance musulmane, vous êtes surexposé à des logiques de discrimination. Pour trouver un job, pour trouver un logement et autres. Alors, j'en suis à la politisation. Et donc là, il y a une forme de violence originelle des sociétés occidentales à l'égard du monde musulman, et le djihadisme peut se lire comme une forme de contre-violence face, je dirais, à cette violence initiale. Vous avez des sociologues qui montrent, par exemple, que certains djihadistes, contrairement à ce qu'on peut penser, ont une vraie connaissance des enjeux géopolitiques, des enjeux politiques, ont lu des ouvrages de sciences sociales, de géopolitique, se sont construits un savoir militant comme d'autres avant eux, Action Directe, les militants corses, les militants basques. On sait que beaucoup d'entre eux sont passés par le syndicalisme étudiant, l'associatif, etc. Et on a aussi ça chez des djihadistes, qui sont partis par exemple apprendre l'arabe en Tunisie, en Égypte, qui ont rencontré des militants plus aguerris, qui se sont fait une vraie culture politique et qui sont capables de débattre, de soulever des contradictions dans, je dirais, notre système à la fois d'intégration ou dans nos choix politiques, l'interventionnisme occidental, etc. Dans cette école, qui va politiser les choses, donc vous avez quelqu'un par exemple, comme Xavier Crétier qui va faire le parallèle entre les militants corses et les militants basques, en montrant qu'il y a beaucoup de points communs entre les djihadistes, les corses et les basques. D'autres auteurs, comme Éric Marlière, qui est plutôt un spécialiste des banlieues, lui va insister sur les points communs qu'il peut y avoir entre l'islamisme et le communisme. Il va expliquer par exemple que dans beaucoup de zones de banlieue première couronne, ce qu'on appelait la banlieue rouge, vous avez aujourd'hui un déclin des mouvements d'extrême gauche. Et l'islamisme peut pallier aussi à ça. Même si bien évidemment on a affaire à deux idéologies totalement opposées, notamment dans leur rapport au transcendant, on a quand même deux idéologies qui promettent une forme de méritocratie, une forme d'égalitarisme, une forme de justice. Dans cette approche théorique de la politisation, on pourrait également citer Scott Atran, qui souligne le fait qu'il est vrai que nous, en Occident, on a eu tendance à voir l'État islamique sous ses angles les plus, je dirais, sous ses dimensions les plus sanguinaires, mais il faut voir aussi ce qu'il recouvre pour les pays majoritairement musulmans. Il y a beaucoup de musulmans, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait entre 30 et 35 000 personnes qui ont rejoint l'État islamique, issus de 90 pays, donc à peu près 30 000 personnes issues du monde, musulmans majoritairement, mais pas seulement. Beaucoup de ces personnes ont cru dans le projet État islamique. Le califat a été une utopie qui proposait un style de vie, je dirais,
qui pouvait trancher avec l'autoritarisme qui caractérise beaucoup de pays musulmans, la corruption, etc. Donc, certains sont partis dans l'État islamique avec cette idée qu'effectivement, on a là une société idéale qui nous permettra de vivre dans un monde plus juste. Et donc c'est une dimension évidemment, éminemment politique. Donc, dans cette école, vous avez des auteurs comme François Burgas, Scott Atran, Éric Marlière, Xavier Chrétier, etc. Alors, un jeune que j'ai rencontré dans la prison de Fresnes qui s'inscrit dans ce processus, c'est Mehdi, plutôt bien intégré, faisait du théâtre, travaillait dans un club de boxe, qui militait, lui, pour la Palestine, avec un groupe de copains de son travail. Et un jour, ses amis partent en Turquie en vacances et lui disent « Est-ce que tu veux nous rejoindre? On va aller en Syrie, on va aller aider les gens. » En fait, il part en Syrie avec l'idée de faire de l'humanitaire, d'aider des populations qui étaient à l'époque récemment bombardées par le régime d'Assad, aider des Russes. L'aviation russe avait frappé, pilonné pas mal de villes syriennes. Et quand je le vois en prison, il me dit je me suis engagé en Syrie parce que j'ai eu le sentiment que c'était inutile de militer pour la Palestine en France. Et là, pour une fois, je devenais utile. Et donc, c'est vraiment la dimension humanitaire, politico-humanitaire, pourrait-on dire, qui l'a incité, je dirais, à passer à l'acte. Petite anecdote que je relate dans le livre, j'ai rencontré également en prison à Saint-Maur, dans le centre de la France, dans la banlieue de Châteauroux, André Olivier. André Olivier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des militants d'Action Directe. Il est incarcéré depuis 1987, il est sorti il y a 6 mois, je crois, 5 mois. Et c'est intéressant, il gérait la petite bibliothèque de la prison, avec une appétence particulière pour les livres, je dirais, sur le colonialisme, la domination occidentale, etc. Et du coup, je lui ai posé la question de savoir comment il percevait ces militants, ces djihadistes. Et il m'a répondu, il m'a dit « Je les respecte parce qu'on a un combat commun, c'est celui de lutter contre l'État colonial français. Par contre, je me dissocie de leur méthodologie, de la violence tout azimut, parce qu'elle est contre-productive. Elle finit par solidariser les citoyens des forces de l'ordre. Et ça, je suis contre. » Donc il y avait une espèce de connivence, je dirais, en termes d'ennemis, d'identification de l'ennemi, l'État français, mais dans la méthodologie, ils s'en dissociaient. Quatrième école, la manipulation, qui elle va plutôt insister sur, comme le mot l'indique, la dimension sectaire, la dimension d'emprise mentale des djihadistes. Les trajectoires de djihadisation sont assimilables à un processus d'emprise mentale. Daesh serait une espèce de méga-secte qui attirerait des jeunes un peu paumés, notamment via Internet. Il y a des techniques algorithmiques. On sait que Daesh a mis en place des brigades de recruteurs sur le net qui ciblaient prioritairement des jeunes qui pouvaient montrer une appétence pour la solidarité islamique, associations musulmanes, humanitaires, etc. Donc on les ciblait en priorité. On leur envoyait des vidéos, souvent des vidéos assez choquantes. Il faut créer du choc moral, montrer à quel point vos coreligionnaires sont quelque part méprisés. Et de ces chocs moraux se génère parfois une forme un déclic, un engagement. Et il est vrai que l'État islamique a utilisé des techniques qu'on peut qualifier, je dirais, de sectaires, des techniques qu'on retrouve dans les sectes. Exemple, les parents qui ont pu maintenir un contact avec leur famille sur zone remarquaient très souvent qu'il était impossible d'échanger en tête-à-tête avec leurs enfants, avec leur progéniture. Et ça, souvent, c'est des techniques sectaires. On fait en sorte que, pour éviter toute dissonance cognitive, que le jeune reste toujours avec le collectif. Et donc, quand il y avait des échanges vidéo, notamment sur WhatsApp, etc., il fallait que le jeune soit toujours entouré de ses acolytes, en fait. Parce que c'est beaucoup plus difficile de convaincre un jeune lorsqu'il est entouré. Il y a un effet grégaire, un effet de groupe, un effet de compacité.
que s'il est tout seul en tête-à-tête, où là, ce sera peut-être plus simple de le... Cette dimension sectaire, on la retrouve également dans les techniques de socialisation de l'État islamique. Hein. Très souvent, on avait affaire à des combattants qui dormaient très peu, qui mangeaient peu également. Ça, on sait que dans les sectes, hein, quand on veut imposer la docilité des corps, ben, vous pouvez travailler sur le physique, notamment le niveau de fatigue physique. Si je vous fais dormir 3 heures par nuit pendant une semaine avec un repas par jour, vous allez être beaucoup plus docile que si vous mangez 3 fois par jour et que vous dormez 10 heures. Ces techniques ont été assez développées dans la socialisation militaire de l'État islamique. On pourrait également ajouter tout ce qui est usage de substances médicamenteuses. On sait que l'État islamique utilisait pas mal le captagon, donc un médicament, enfin une amphétamine qui donne une sensation de surpuissance, qui était utilisée notamment pour les opérations kamikazes, etc., pour le passage à l'acte, etc. Donc tous ces éléments tentent à rapprocher la djihadisation d'un phénomène d'emprise mentale. Cette dimension d'emprise mentale, on la retrouve également dans certaines filières. Savoir qu'il y a eu des filières de recrutement en France. Il y a eu la filière Cantorsi, par exemple. La filière Omar Diaby, à Nice. La filière autour de Fabien Klein, à Toulouse. On se rend compte que très souvent, là où il y a eu des hubs de recrutement djihadiste, il y a eu un leader charismatique qui a fait un travail de sape. Alors ces gourous, l'origine de leur charisme peut être, je dirais, très protéiforme. Ça peut être connaissance de la langue arabe, qui va fasciner les jeunes. Ça peut être une expérience de vie, quelqu'un qui a fait de la prison, c'était le cas d'Omar Diaby, qui est assez baraqué, qui a fait de la prison, etc. Ça peut être des voyages, quelqu'un qui est parti sur zone. Ça peut être la maîtrise de la langue arabe, on l'a beaucoup vu ça chez Fabien Klein dans la filière toulousaine. C'est un Français qui maîtrisait bien l'arabe. Du coup, il avait tendance un petit peu à fasciner son entourage. Et donc cette dimension, je dirais, de charismatique, il ne faut pas la négliger, je dirais, dans le processus de djihadisation. Donc à travers ce prisme de la manipulation, on observe, on analyse les djihadistes sous la forme de victimes quelque part. C'est des victimes d'une forme d'emprise mentale, etc. Alors un jeune que j'ai rencontré, lui qui faisait précisément partie de la filière Cannes-Torcy, hein, donc cette filière qui est agrégée, comme son nom l'indique, 2 groupes, un groupe de Cannes dans le sud et un groupe de Torcy dans l'est de Paris. Groupe de jeunes assez bien documenté. Il y a eu un bon article de Bartolomeo Conti qui décrit un peu la vie de ce groupe. Groupe de bande de jeunes, bande de copains finalement, qui vit ensemble pendant des mois et des mois, qui développent un discours anti-républicain, antisémite, etc., qui font du camping ensemble, qui vont en bord de mer, etc., et puis qui un jour décident d'attaquer une épicerie cachère dans la ville de Sarcelles, qui balance une grenade qui heureusement n'explosera pas, mais toujours est-il qu'ils ont été condamnés pour cet acte. Et sauf que j'ai rencontré le chauffeur de ce commando hein, à Sarcelles. Et quand j'échange avec lui, je vois que j'ai affaire à un jeune extrêmement intimidé. Il me parle à voix basse, très hésitant, et qui me donnait l'impression qu'on pouvait encore le radicaliser quelque part, en faire un militant d'ultra-droite ou d'ultra-gauche. Comme je l'avais écrit, pour certains jeunes, peu importe le flacon idéologique, pourvu qu'il y ait l'ivresse de la radicalité. Et en sortant de prison, j'ai discuté un peu avec le surveillant, je me dis ouais, il a l'air quand même un peu fragile, ce jeune, etc. Il me dit oui, effectivement, ils me disent on s'inquiète pour lui, on a le sentiment qu'il est encore radicalisable, il est assez isolé, personne ne vient le voir au parloir, etc. Ça aussi, c'est un facteur de vulnérabilité. Et donc, on a même demandé à certains détenus, pour la petite anecdote, issus du grand banditisme qui était dans la prison, de le protéger un petit peu de l'influence de certains éléments prosélytes. Pour vous dire comment parfois ça fonctionne en interne. Bon, la pénitentiaire ne vous le dira pas, mais... Dans cette école, vous avez des auteurs comme Gérald Brunner, par exemple, ou Dounia Bouzard, qui vont beaucoup insister sur cette dimension d'emprise mentale. Enfin, la pulsion, qui s'inscrit davantage dans une école criminologique.
notamment celle d'Alain Bauer, qui va beaucoup insister sur cette dimension, je dirais, de pulsion. Dans la pulsion, l'utopie du califat. Le califat, cette espèce de société musulmane un peu fantasmée, qui fait référence à un âge d'or, un âge de puissance, qui a eu entre le 7e et le 14e siècle à peu près. Pour ces jeunes, le califat est perçu comme un espace de satisfaction pulsionnelle. Il est vrai que quand vous étiez un djihadiste sur ce territoire du califat, à cheval entre la Syrie et l'Irak, grand comme la Grande-Bretagne à peu près au maximum de son expansion, avec sous son contrôle 10 millions de personnes, quelque part vous aviez les pleins pouvoirs. On vous donnait une arme, vous pouviez satisfaire des pulsions lucratives. C'est très documenté aujourd'hui, on sait que l'État islamique a pillé les biens des Irakiens et des Syriens, a pillé les musées, toutes les richesses ont été pillées. Alors c'est intéressant parce que dans la propagande, il montre des vidéos de destruction des œuvres d'art au nom du principe de non-représentation, de non-idolâtrie cher à certains courants rigoristes musulmans. On sait aujourd'hui que la plupart des œuvres d'art n'ont pas été détruites. Elles ont été dissimulées, ont vu d'être parfois déjà vendues à des collectionneurs étrangers, occidentaux, etc. On voit aussi le décalage entre la dimension officielle, la propagande religieuse, et la dimension plus criminelle, plus lucrative. Donc, espace de satisfaction pour les pulsions lucratives, pulsions sexuelles, rappelez-vous, les femmes yézidis ont été mises en esclavage. Donc, c'était aussi un moyen de satisfaire des pulsions sexuelles. J'ai eu des échos par un collègue anthropologue qui avait accès à pas mal de dossiers, parce qu'il travaille avec le tribunal de Paris, donc assistant sur les questions de géopolitique, etc., qui me parlait d'un dossier qu'il avait vu, un dossier d'un pédophile, parti sur zone, qui visiblement voulait un peu profiter de la misère infantile en Syrie, en Irak, etc. Donc là, on est sur quelque chose d'autre. On est sur des motivations à l'engagement très, très... Donc pulsion lucrative, pulsion sexuelle, pulsion meurtrière. C'est un psychopathe, vous aimez tuer, vous avez envie de tuer, c'est un territoire qui le permettait. Hein. Donc quelque part, le califat rendait licite des pratiques qui pouvaient être illicites ici. Le califat halalisait la transgression. Halal, ça veut dire rendre licite, c'est licite. Rendait licite la transgression. Alors, je n'ai pas rencontré d'individus qui s'inscrivent dans la pulsion. Hein. Ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui vous dit de but en blanc qu'il est parti là-bas pour satisfaire des pulsions diverses. Non, moi, il y a un exemple qui est cité par le journaliste Thompson que je trouve intéressant. Ali, ex-soldat français, devenu bourreau de l'État islamique, qui lui trouve dans l'État islamique une possibilité de satisfaire son besoin, je dirais, de violence, son besoin de tuer, mais de tuer quelque part de manière halal, entre guillemets. Ça ne change pas grand-chose pour la victime, bien sûr. Cette école s'inscrit donc plutôt dans la criminologie avec des auteurs comme Jean-François Guéraud et Alain Bauer. Qu'est-ce qui se dégage, je dirais, de ce vivier sociologique extrêmement disparate? La première chose, c'est qu'on a affaire à un phénomène générationnel. 80% des djihadistes avaient entre 18 et 26 ans au moment de leur départ ou de leurs actes. C'est un âge où on se cherche d'un point de vue identitaire. On abandonne ces idéaux d'enfance, d'adolescence. Les sociologues parlent d'adolescence maintenant. On cherche ces idéaux d'adultes. Donc c'est un âge aussi d'expérimentation et de recherche de limites. La récurrence de failles, des failles pluridimensionnelles, failles affectives, père absent, trouble abandonnique. Ça, c'est intéressant parce que je le retrouve très, très, très fréquemment dans l'ultra-droite aussi. Des jeunes qui ont été baladés de foyer en foyer, qui ont une trajectoire assez chaotique. Faille narcissique. Le djihadisme est un vecteur de restauration narcissique, puisque vous devenez subitement quelqu'un, quelque part. Faille identitaire. Le sentiment de ne pas avoir sa place. On le voit pas mal chez les jeunes issus de l'immigration.
qui n'ont plus l'identité de leurs parents, hein. Ils ne sont plus algériens, ils ne sont plus sénégalais, ils n'ont plus cette identité. Souvent d'ailleurs, ils ne parlent pas la langue de leurs parents. Hein. Et dans le même temps, qui ne sont pas français. Pour des raisons objectives ou subjectives, sont décalés par rapport à la société française. Ils sont victimes de discrimination, ils subissent ce décalage. Donc l'islam, la conversion à l'islam, leur permet de transcender cette carence identitaire, cette incertitude identitaire, pour reprendre une formule de Kluganski, qui dit en gros que l'engagement radical fournit des certitudes à des jeunes marqués par l'incertitude. C'est intéressant parce qu'on retrouve beaucoup de phénomènes de conversion aussi au djihadisme chez les ultramarins, qui peuvent être amenés à expérimenter les mêmes choses que les populations issues de l'immigration postcoloniale. Notamment quand ils quittent leur territoire d'origine, leur île, ils se retrouvent en métropole, parfois l'arrivée peut être assez rude. Ils vont expérimenter des choses qu'ils n'ont jamais connues dans leur territoire de départ. On a beaucoup de phénomènes de conversion à l'islam et aussi beaucoup de phénomènes de conversion au djihadisme, par exemple chez des Réunionnais ou des Guadeloupéens. Un autre élément assez transverse, c'est le désir de revanche. Ces jeunes considèrent que ce qu'ils font est légitime et que c'est une réponse à une violence originelle. Et que c'est parce que les Occidentaux ont attaqué leurs coreligionnaires dans le monde islamique qu'ils ripostent. Et on le retrouve d'ailleurs au sein de l'ultra-droite aussi. Moi, le groupe sur lequel je travaille, un des groupes sur lesquels je travaille actuellement, le leader m'explique que c'est parce que les musulmans ont attaqué la France en 2015 que je riposte. Donc cette espèce de logique de revanche, de vengeance, elle est présente au-delà, je dirais, de la spécificité des territoires idéologiques. Pour terminer, en quoi c'est utile de faire ce travail, je dirais, de cartographie des processus de djihadisation? Je pense qu'il permet d'avoir un regard holistique sur un phénomène sociologique fondamentalement hétérogène. De sortir des apories, quelque part, des approches, c'est un phénomène politique, c'est un phénomène d'engagement politique, ou c'est un phénomène d'emprise mentale. En fait, la force de l'État islamique, c'est d'avoir réussi à cristalliser un vivier extrêmement hétérogène, parce que leur objectif, c'était d'avoir le plus de soldats possible. Donc peu importe si vous êtes très religieux, peu importe si vous êtes très politisé, peu importe si vous êtes un peu paumé, vous nous intéressez en fait. Ça, je pense que c'est fondamental. Cette typologie permet également d'affiner la compréhension des dynamiques internes de ce groupe. On se rend compte par exemple que plus l'individu maîtrise les sources religieuses, plus il va être symboliquement élevé dans la hiérarchie. C'est pour ça que ceux qui s'inscrivent dans la dévotion sont plutôt en haut du panier, donc ceux qui connaissent les sources religieuses. De même que ceux qui connaissent les enjeux politiques aussi sont plutôt en haut du panier. Ceux qui s'inscrivent dans l'émotion vont plutôt être des suiveurs, tout comme ceux qui sont dans la manipulation. Donc si on affine un petit peu, on se rend compte que le vivier sociologique, chaque processus de djihadisation renvoie aussi un segment particulier, je dirais, du vivier. Ce travail offre également des pistes de réflexion sur le désengagement ou ce qu'on appelle la déradicalisation. Parce qu'il est évident que vous n'allez pas travailler de la même manière avec un jeune qui peut être très influençable, un peu paumé, et quelqu'un qui vous dit « Non, non, moi ce que je le fais parce que le Coran me dit de le faire, et parce que je veux aller au paradis, et donc je dois le faire. » Le travail va être différent. Pareil pour celui qui travaille, qui s'engage, je dirais, avec une lecture très politique, qui est capable de verbaliser les enjeux. Et pour terminer, ce travail constitue également une plateforme théorique très intéressante, en tout cas c'est ce que je constate, pour comprendre d'autres formes d'engagement idéologique. Je pense notamment à l'ultra-droite, qui est un phénomène en pleine expansion et qui aujourd'hui demeure encore
assez inexploré, en tout cas dans ses expressions les plus violentes, et qui mérite, à mon sens, d'être un peu plus défriché. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Eliamine pour cet exposé à la fois direct, franc, simple. Il n'y a pas de jargon, on sait de quoi tu parles, et en même temps extrêmement nuancé finalement, puisqu'il y a une formidable diversité de facteurs dans tout ce que tu nous as rapporté. Alors, je te tutoie parce qu'on se connaît de longue date. Donc merci, et maintenant la parole est à Nadia Fadil. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier le professeur François Héran et la docteure Özge Biner pour cette invitation. C'est un honneur aussi de pouvoir être parmi vous et de partager avec vous mon travail. La présentation que je vais donner s'inscrit dans un de mes axes de recherche que je développe depuis quelques années. Elle est un peu différente, vous allez le voir aussi, de la présentation précédente, car je ne m'intéresse pas au processus de radicalisation comme tel, mais plutôt aux politiques et aux dispositifs de lutte contre la radicalisation. Et cela rentre dans un intérêt plus large que j'ai dans la manière dont les débats sur l'immigration, d'une part, et les minorités religieuses, d'autre part, reconfigurent certaines prédispositions politiques, juridiques et nationales. La question qui m'intéresse, en effet, dans mon travail, est de comprendre comment la religion en général et l'islam en particulier peuvent être compris comme des moments clés où la question de la loi, de l'autorité de l'État ou de la souveraineté et de la régulation de la population, ce que Foucault appelait la biopolitique, se repositionne. La question de l'islam et celle de l'immigration en général sont souvent comprises comme des domaines à part entière qui seraient compartimentés du reste de la société. Dans mon travail, j'essaie au contraire de comprendre comment ce que certains qualifient de question musulmane, pour paraphraser le travail de Anne Norton, joue un rôle central dans la reconfiguration de la question de la citoyenneté et de l'État, qui appartient à cette société. Quand on pense aux politiques migratoires, par exemple, il s'agit là d'un domaine où la question de la souveraineté de l'État se marque de façon prononcée, mais aussi fracturée, depuis que la question des frontières a en effet en grande partie été transférée à l'Union européenne, qui se porte garante des frontières externes via des instances comme Frontex. Mais l'on sait aussi comment cette relégation, on va dire, est à la base d'un désenchantement ou d'un euroscepticisme dans plusieurs pays membres. Beaucoup de gens ne sont pas heureux qu'ils n'ont pas de maîtrise sur leurs frontières, et cela même a mené au Brexit pour le Royaume-Uni. On pourrait dire la même chose de l'économie nationale, qui se définit en grande partie à partir de Francfort. Cela est moins pour des questions de sécurité, et surtout les questions de sécurité nationale, qui restent le domaine de prédilection des États membres. Même si les États membres européens se sentent un peu fragilisés sur cette question, car l'action militaire est en grande partie transférée à l'OTAN, la question de sécurité nationale reste un socle important pour définir la souveraineté de l'État, et celui-ci déduit une grande partie de sa légitimité par cette compétence, pouvoir défendre la population face aux menaces extérieures. Plutôt que dire que l'État souverain perd de son autorité, la question devient dès lors de comprendre comment la question de la souveraineté agit aujourd'hui et quel est le rapport aux enjeux sécuritaires. Et plus particulièrement, dans le cas qui m'intéresse ici, c'est de comprendre quel est le rôle de la lutte contre la radicalisation dans cet enjeu souverainiste. La question que je veux dès lors explorer avec vous est de comprendre comment la lutte contre la radicalisation participe à reconfigurer ce que l'on appelle la structure politico-théologique de l'État. Mes excuses pour le jargon, mais je vais l'expliquer. Quand je parle de théologie politique, je m'en réfère à une tradition de philosophie politique dont le nom le plus cité est celui de Carl Schmitt, et qui essaye de comprendre comment la souveraineté de l'État
se base aussi ou induit aussi une dimension théologique. Dans une définition bien connue, le philosophe et juriste allemand nous explique comment les catégories utilisées par l'État se lisent en continuité avec des catégories chrétiennes, ou pour le citer, tous les concepts importants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Pour le juriste allemand, la souveraineté se démarque non à travers la loi ou la bureaucratie, mais à travers la capacité de déterminer l'exception à la loi. Cette définition de Schmitt est tellement connue qu'elle a même été utilisée récemment par le président Emmanuel Macron lors d'un échange avec l'avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme, Arié Halimi, pour justifier l'état d'urgence, à laquelle Arié Halimi a fait référence aussi à Giorgio Agamben pour contrer l'argument de Macron. Et donc Macron disait qu'en effet, lui, en tant que souverain, c'était sa compétence de justifier, de mener l'état d'urgence. Un aspect moins connu et retenu de cette définition de Schmitt est que Schmitt a théorisé cet état d'exception en continuité avec le statut des miracles dans l'imaginaire chrétien. En effet, le miracle est ce qui échappe à la loi de la nature et qui est du ressort du pouvoir du divin. Et c'est bien ici que l'on perçoit l'une des dimensions théologiques de l'État. Tel le divin, le souverain peut suspendre l'ordre établi, l'état d'urgence. Aujourd'hui, c'est bien dans le domaine de la lutte contre le terrorisme que ces lois d'exception ou de miracles sécularisés, si vous voulez, ont lieu. Sous la bannière de l'antiterrorisme, l'on observe comment depuis plusieurs années, des lois d'exception s'inscrivent graduellement dans le fonctionnement de l'État. Qu'il s'agisse de l'état d'urgence, la déchéance de la nationalité, l'expulsion, vous voyez sur la photo Hassan Iryusen en 2022 accompagné de son avocate Lucie Simon, ou le laisser pour compte de centaines de femmes et d'hommes et d'enfants, 120 enfants et 50 femmes pour la France, pour la Belgique, une dizaine de femmes et d'enfants, dans les camps d'Al-Hawl et Al-Rosh au nord-est de la Syrie. L'état d'exception se manifeste par cette capacité souveraine à déterminer la loi et l'exception sur la loi. Mais qu'en est-il du domaine de la lutte contre la radicalisation, qui se veut moins punitive et plus préventive? Si les politiques de lutte contre le terrorisme s'articulent autour de la possibilité de punir, les politiques de lutte contre la radicalisation sont souvent perçues comme la face douce de l'antiterrorisme. Elles ont surtout comme objectif d'empêcher la possibilité de violence et ce qu'on pourrait qualifier de l'autre dimension théologique de l'État, c'est-à-dire de ne pas produire des miracles, mais plutôt de prévenir l'avenir. En effet, depuis le départ d'environ 5000 Européens en Syrie et l'escalation du conflit dans le Moyen-Orient, le continent européen n'a malheureusement pas échappé à cette foudre terroriste. Les politiques de lutte contre la radicalisation se sont installées à un niveau national face à cette nouvelle menace qui s'est établie à partir des années 2013. Néanmoins, si l'on retrace l'historique et la généalogie de ces politiques de lutte contre la radicalisation, il est important de commencer avant 2014, date où les politiques ont officiellement été adoptées en France, voire même avant le 11 septembre 2001, qui est une autre date symbolique pour évoquer le début de ces politiques. Le propos que j'aimerais développer avec vous ici, c'est que ces politiques de lutte contre la radicalisation jouent un rôle important dans la reconfiguration de l'État et sa restructuration et sa fortification à travers la capacité de rassurer la société, plutôt que de la défendre, pour paraphraser une phrase célèbre de Michel Foucault. Rassurer agit ici comme une fonction centrale de réenchantement du rapport entre l'État et la société, au moment où celui-ci se veut en crise. Dans un climat où la confiance vis-à-vis de la politique est annoncée comme toujours en déclin, il semble important de travailler la confiance vis-à-vis du peuple. Les politiques de prévention de lutte contre la radicalisation apparaissent comme un moyen pour restaurer cette confiance, rassurer le peuple. Rassurer est différent de défendre, dont Foucault en parle, et
qu'il identifie comme étant au cœur du dispositif de la police. Car il ne s'articule pas toujours autour d'un ennemi bien précis. En effet, on verra que dans la lutte contre la radicalisation, on ne sait jamais d'où le danger peut venir. Mais il s'agit plutôt d'une perpétuelle nécessité de restaurer les rapports de confiance avec les sociétés. Rassurer est aussi différent de l'autre pendant assurer, les politiques d'assurance, car il ne s'agit pas d'une protection qui suit à une cotisation régulière. Rassurer va finalement avec une incertitude profonde, car on n'est jamais sûr de pouvoir rassurer. Mon argument est que les politiques préventives de lutte contre la radicalisation agissent comme des technologies politiques de réenchantement ou de renforcement du lien entre le social et l'État, à deux niveaux. Le premier est ce que je qualifierais de niveau infrastructurel et qui consiste d'un retissage de nouveaux liens entre l'aile droite et l'aile gauche de l'État. On verra en effet comment la lutte contre la radicalisation a pour fonction première de mettre en place des réseaux entre les acteurs qui jusque-là ne se fréquentaient pas. Le souci commun de rassurer et donc de restaurer le lien entre l'État et le peuple permettra la mise en place d'un dispositif qui configure de façon élaborée la relation entre le sécuritaire et le social. La seconde dimension s'articule paradoxalement autour d'une question de méfiance. Tandis que les politiques ont pour objectif primaire de rassurer, elles opèrent aussi à travers une production de méfiance ou ce que d'autres ont qualifié de soupçon. C'est ici que l'on voit l'ordre politico-théologique émerger, car il s'agira de clarifier les orientations normatives et théologiques qu'on considère acceptables. On apprend les gens et on resocialise les gens et le peuple à identifier les signes du possible danger. La présentation que je vous donnerai aujourd'hui aura comme objectif plusieurs points. Le premier est de situer les politiques de lutte contre la radicalisation d'un point de vue historique, en commençant par les Pays-Bas. Le deuxième est de donner un aperçu au niveau européen, avec une attention particulière pour les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et en moindre partie pour la France. Pour cette dernière, je m'en référerai aux travaux de Francesco Ragazzi, Aïcha Bounaga, Hamza Ismaili, Montasser Sarhi et d'autres qui ont fait un travail remarquable à ce niveau. Pour la petite note, je travaille dans le domaine de l'anthropologie sociale et culturelle et la sociologie des religions. Et l'analyse que je vous propose se base sur plusieurs années d'enquête conduite sur ces questions-là, seul ou avec des collègues, autour des dispositifs de lutte contre la radicalisation et plus récemment sur la question des départs des Européens en Syrie, leur retour, leur réinsertion et leur vie quotidienne et celle de leur famille. J'aimerais aussi préciser que, comme l'a précisé aussi le professeur Errand, je suis néerlandophone à la base, donc vous entendrez un petit accent et c'est pour ça que j'ai écrit ma présentation, mais j'espère que ça restera clair. Parler de politique de lutte contre la radicalisation présuppose tout d'abord une notion de radicalisation. C'est un présupposé qui n'a pas toujours existé, mais qui peut être historiquement situé et qui émerge surtout dans les Pays-Bas à partir de la fin des années 90 et début des années 2000. Là où le concept radical, bien sûr, existait depuis la fin du XVIIIe siècle et s'est manifesté au XIXe et XXe siècle à travers différentes formations politiques parmi les partis des radicaux, on associe aujourd'hui la radicalisation plus particulièrement avec un processus qui a pour but de créer des changements profonds dans la société avec l'utilisation de moyens non démocratiques et qui peuvent ou ne peuvent pas être inspirés par des idéologies religieuses. Dans notre livre « Radicalization Policies in Belgium and the Netherlands, Critical Perspectives on Violence and Security », on essaye de retracer la généalogie et l'émergence de ce dispositif, tel qu'il s'est développé à partir de cette période. On démontre dans notre livre comment les Pays-Bas ont été pionniers dans l'instauration de ce dispositif de lutte contre la radicalisation, afin d'avoir une notion qui mariait un souci sécuritaire autour de la menace terroriste, qui émergeait de plus en plus comme une question internationale depuis les années 70, et la question de l'intégration,
en particulier celle des minorités musulmanes dans les Pays-Bas. Pour la première fois, les services de sécurité, qui jusque-là se préoccupaient principalement de mouvements politiques ou militants, vont s'aventurer à analyser et surveiller ce que l'on peut qualifier de processus sociologique et la question de l'intégration. La question du vivre ensemble va devenir, qui jusque-là faisait partie du ressort des politiques de cohésion sociale, deviendront un enjeu explicite pour les services de renseignement. Identifier les mouvements qui représentent une menace, non par rapport à l'État, mais plutôt par rapport au processus d'intégration et de cohésion sociale, deviendra graduellement un enjeu pour les services de sécurité. L'on observe donc ce que l'on pourrait qualifier d'une sécurisation de la cohésion sociale et de l'intégration, qui représentera un tournant important dans la façon dont la surveillance s'organisera et se structurera. Cette transformation portera aussi un nom, brede benadering, ou en anglais comprehensive approach. Il s'agit d'une perspective policière qui ne s'attarde pas seulement à l'identification et suppression des mouvements qui représentent un danger, mais qui essaye aussi d'identifier et d'éradiquer les racines, ou en anglais les root causes de la menace. Dire qu'il s'agit d'un nouveau développement n'est néanmoins pas tout à fait juste. L'on peut en effet retracer les genèses et origines d'une telle approche dans l'approche de la contre-insurrection telle qu'elle s'est développée dans les contextes coloniaux par des théoriciens tels que David Galula ou ici Christian Snoek-Hurgonje, où il s'agissait de gagner les cœurs et les esprits, to win the hearts and the minds, de la population indigène par des voies psychologiques et politiques. La différence sera ici de ne pas gagner, mais plutôt de garder, si je peux le dire ainsi, les cœurs et les esprits en évitant leur désenchantement. Dans le contexte des Pays-Bas, ce souci de désenchantement commencera à avoir lieu à partir des années 90. On verra en effet comment la préoccupation avec l'intégration se traduira par un souci accroissant autour de l'intégration des minorités. Plusieurs polémistes, publicistes publieront en effet plusieurs livres. On voit ici Fritz Balkenstein, Pim Fortuyn, le décédé, qui a été tué aussi en 2001. Ma mémoire me trompe en ce moment, 2002 si je ne me trompe pas. Pim Fortuyn qui a été assassiné et Paul Schaeffer qui écrit un texte en 2000 autour de la faillite de la société multiculturelle. Et c'est à ce moment-là que les services de renseignement et de sécurité s'intéresseront à la question de l'intégration. Dans un rapport annuel de 1994, on trouvera par exemple un intérêt marqué par rapport aux organisations musulmanes qui jusque-là n'apparaissaient pas comme telles dans les rapports de sûreté et qui seront perçues comme des promoteurs potentiels de tendances anti-occidentales allant à l'encontre du processus d'intégration. Ce souci d'intégration continuera à s'accroître dans les années suivantes pour culminer en 2001 avec le lancement du concept de radicalisation. La notion de radicalisation viendra baliser le lien qui se créera entre la notion de terrorisme et la question de l'intégration. Le meurtre du chroniqueur Theo van Gogh et cinéaste Theo van Gogh en 2003 par Mohamed Bouyeri viendront valider cette thèse. L'intégration échouée de Bouyeri, séduit par le salafisme, sera la preuve qu'en effet, une intégration échouée peut mener à des attentats terroristes. Deux choses sont à signaler dans ce court aperçu historique. Le premier est que la question de l'intégration et de l'immigration deviendront une opportunité pour repositionner le fonctionnement des services de sécurité. Ceci se fait aussi dans un contexte où le travail des services de sécurité n'est plus que d'ordre policier, dans le sens strict du terme, mais se veut aussi sociétal. La deuxième chose est qu'on voit graduellement une fusion et intersection entre la logique de guerre, la guerre contre le terrorisme, et la logique sociale,
la gestion de la population et la société via la question de l'intégration. Mais comme je l'ai signalé, il serait plus juste de parler d'un renouveau, car la rencontre de ces deux logiques était typique de la gestion des réalités coloniales, où les populations indigènes étaient considérées comme suspectes par définition, car un glissement vers le camp ennemi était une possibilité permanente qui nécessitait une vigilance. J'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé, où j'essaierai rapidement de donner un aperçu du développement de ces politiques de lutte contre la radicalisation au niveau européen. Car en effet, depuis son lancement aux Pays-Bas, l'on observera que plusieurs pays européens adopteront une version spécifique de ces politiques, avant qu'elles soient formalisées au niveau européen en 2015, même si elle existait déjà en 2005. Ce qui est intéressant à souligner, c'est aussi l'entrée assez tardive de ces politiques en France, chose à laquelle je reviendrai. Il est tout d'abord important de souligner qu'il est difficile de parler d'une politique de radicalisation, car s'il y a quelque chose qui distingue ces politiques, c'est bien leur immense diversité dans les différents contextes européens, ainsi que la différente temporalité qui a mené leur développement. Cette diversité se manifeste tout d'abord dans la grande variété de modèles organisationnels. Tandis que l'on apercevra des modèles plus centralistes dans certains pays tels que la Grande-Bretagne, tels que le Royaume-Uni par exemple, d'autres seront beaucoup plus bottom-up. Au Royaume-Uni par exemple, il y aura l'introduction du modèle Prevent en 2003, qui se cadrera dans la politique antiterroriste plus générale. Le modèle de Prevent qu'on voit à gauche et où on voit que les différents signalements arrivent à des références qu'on appelle referrals, Prevent referrals, arrivent dans des centres, on va dire, pluridisciplinaires où les cas sont étudiés un par un, a été fortement critiqué, notamment par rapport à la stigmatisation des populations musulmanes en particulier. Néanmoins, cette politique continuera à se développer avec plusieurs révisions, dont l'obligation de rapporter le Prevent Duty en 2015. Le cas belge, qui est représenté ici par la brochure que vous voyez en haut en bleu, pourrait être qualifié d'un contre-exemple, autant par rapport à la structure et historique de son organisation que par rapport au manque de statistiques sur ces questions. Tandis que les premières politiques de lutte contre la radicalisation voyaient déjà le jour en 2003, ce sera plutôt au niveau fédéral et surtout par rapport à un objectif de coordonner la collaboration entre les différents services de renseignement. Elles prendront vraiment un ancrage à partir des années 2011 et 2012 au niveau des villes. Et c'est les différentes villes individuellement qui vont commencer à développer des politiques de lutte contre la radicalisation face au départ des jeunes en Syrie. Donc on voit ici une politique beaucoup plus qui prend un ancrage à la base, à partir des villes qui vont jouer un rôle aussi de régisseur dans le développement de ces politiques. La France représente un cas intéressant, autant par l'entrée assez tardive de ces politiques de lutte contre la radicalisation que l'approche qui se veut à mi-chemin entre une démarche centraliste et une démarche incrémentale et bottom-up, comme en Belgique. Le premier plan national de lutte contre la radicalisation ne sera introduit qu'en 2014, c'est-à-dire presque 10 ans après les premières politiques européennes ou les politiques aux Pays-Bas ou en Belgique. Francesco Ragazzi explique dans son analyse comment cela peut être compris par un privilège de longue date pour l'approche légaliste qui ne s'intéresse qu'à des questions qui sont du ressort du code pénal et qui sont anticipées par des punitions, comme par exemple des refus de nationalité. À ce sujet, le travail d'Abdelali Hajat a fait un travail remarquable pour retracer cette dimension-là. À cela s'ajoute aussi l'orientation laïque de l'État, qui reste assez frileux d'un investissement direct dans le champ religieux. Néanmoins, en 2014, une politique sera introduite sous la présidence de François Hollande, aussi en partie dû à l'accroissement des politiques de lutte contre la radicalisation au niveau européen avec la création du Radical Awareness Network. Ce développement en France sera néanmoins de courte durée, on va dire, car assez rapidement, une dimension plus légaliste reprendra le dessus ou plus punitive
après les attentats de 2015 et la nécessité d'aborder, on va dire, l'ennemi intérieur de façon plus explicite et qui culminera dans l'édit de loi contre le séparatisme en 2021. Le cas français nous amène à une seconde observation, celui de la grande variété qui existe dans la façon dont la question du radicalisme est traitée. Si le cas français va graduellement se développer à travers une nécessité de cibler certains mouvements dits islamistes, dans le contexte de la Belgique, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, on observera une étanchéité du dispositif qui va se concentrer sur d'autres questions, aussi par souci d'inclusivité. Par exemple, aux Pays-Bas, on verra que la question de la radicalisation se démarquera dès les années 2000 d'un focus que vous voyez au milieu, principalement sur le salafisme, vers un focus beaucoup plus large sur la polarisation et qui implique plein d'autres mouvements qui pourraient mener à la polarisation. Dans le cas belge, l'on observera également une évolution vers d'autres formes d'extrémisme, telles que l'extrême droite, l'extrême gauche, l'anarchisme, les bandes de motards aussi, les militantismes pour les droits des animaux, les sectes ou l'attitude antigouvernementale. Néanmoins, on peut souligner dans ces différents exemples que la question de l'islam radical reste le point de repère premier, d'autant plus que certaines études démontrent une surenchère de signalements autour de cette question. Une troisième spécificité est la grande diversité d'acteurs et d'approches qui sont impliqués dans le développement de ce que certains qualifient de véritable industrie de lutte contre la radicalisation. Consultants, psychologues, enseignants, experts, académiques, travailleurs sociaux et dans certains cas imams se côtoient dans un souci collectif de contrôler et d'identifier les signes précoces du danger. Une spécificité que j'aimerais marquer est le caractère hybride ou intermédiaire de ce champ, que la sociologue Lisa Stamnitsky qualifie d'espace interstitiel qui se situe à mi-chemin entre le savoir académique traditionnel et l'espace des think tanks et des consultances. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que chaque acteur apporte sa propre potion, si vous voulez dire, si on veut que la radicalisation est une forme de magie. Chaque acteur apporte sa propre lecture ou sa propre potion à cette question. Dans les entretiens qu'on a menés avec des travailleurs sociaux à Anvers ou à Bruxelles, plusieurs se targuaient que leur recette ou leur potion était la meilleure dans la façon de traiter cette question, voire même critiquer celle de l'État. Cela m'amène à la dernière caractéristique de ce dispositif, sa perpétuelle remise en question. La littérature académique regorge en effet de critiques. Tout d'abord, le flou artistique autour de la notion de la radicalisation, car plusieurs définitions existent, avec chacune leur propre focalisation et approche, qui amène le chercheur Mark Sedgwick d'affirmer que la notion de radicalisation est une source de confusion. Un deuxième point de critique traite des effets stigmatisants, là où le dispositif qualifie souvent de façon sélective certaines formes de radicalisation plus que d'autres. Et je faisais déjà référence aux études qui montrent que malgré la croissance d'autres formes de radicalité, telles que l'extrême droite, la question de l'islam reste la question primaire. Une troisième critique s'attarde aux effets individualisants ou psychologisants de ce dispositif. La violence politique n'est plus comprise dans un contexte plus sociétal ou dans un contexte de guerre ou de conflit. Elle est d'abord comprise à travers des dispositifs individuels et psychologiques. Et finalement, plusieurs experts de la sécurité ont aussi remis en question l'efficacité de ces dispositifs et la capacité d'en effet anticiper la violence au niveau individuel. Certains chercheurs parlent dès lors de pensée-magie, voire même de dimension astrologique. Néanmoins, la lutte contre la radicalisation tient. Elle reste même un axe prioritaire pour plusieurs États, malgré les contradictions internes qui l'animent, comme on l'a vu dans les nouveaux accords gouvernementaux belges qui ont été publiés ce week-end, car on a un gouvernement, si vous ne le saviez pas, autour de la question de la lutte contre la radicalisation.
La remise en question constante du dispositif de lutte contre la radicalisation et son adaptation aux nouveaux défis et contextes nous amène dès lors de comprendre sa fonction, ce qui m'amène à la dernière partie de mon propos. Pour apporter une réponse à cette question, j'aimerais revenir à la question de la politique de rassurance avec laquelle j'ai commencé. J'avais évoqué au début de mon propos que la question de rassurer la société semble être un enjeu important qui va de pair avec une reconfiguration infrastructurelle d'une part et une réintroduction d'une politique de méfiance d'autre part. J'illustrais ce propos en particulier à travers le cas belge, tout en faisant des points de comparaison avec d'autres pays. S'il y a bien un fil rouge à travers les différents exemples que j'ai donnés, vous voyez c'est très complexe, c'est très varié, très contradictoire, et qui qualifie les politiques de lutte contre la radicalisation, c'est le mot coordination. Ou comme le dit l'OCAM, l'organe de coordination et d'analyse de la menace qui agit au niveau fédéral belge, Connecting the Dots. La lutte contre la radicalisation doit en partie être comprise comme un instrument ou une opportunité de retisser de nouveaux liens entre différents acteurs qui jusque-là ne communiquaient pas ou ne se fréquentaient pas, pour rééquilibrer le rapport entre le bras droit et le bras gauche de l'État. Cela fait bien entendu sens dans un pays comme la Belgique qui se veut fragmenté, fracturé, mais il n'y est pas unique. On le voit tout d'abord au niveau de la colonne vertébrale de l'État, c'est-à-dire un renforcement autant au niveau des échelles gouvernementales que dans la collaboration entre les différents services. Cela va se traduire au niveau policier, ou les dimensions régaliennes de l'État, avec la création de différentes cellules de concertation entre la police locale, la police fédérale et les services de renseignement, ainsi que les autorités locales et nationales au niveau urbain, au niveau régional et au niveau national. On notera aussi une reconfiguration dans la collaboration entre les villes et les gouvernements, un réalignement des collaborations et des communications qui existent entre elles, chose que l'on étudie dans notre projet de-radicalizing the city. Oh, je pense que... Ouais. Chose que l'on étudie dans notre projet de-radicalizing the city avec mes collègues Alex Lopez, Laurie Janssens, Lamia Mellal et Farah Kassem. Les chercheurs y démontrent comment les villes émergent comme de nouveaux acteurs qui se placent comme négociants vis-à-vis de l'État et comment de nouveaux liens sont tissés entre les villes et les États, ou parfois même des entités supranationales comme l'Union européenne, pour qui les politiques de lutte contre la radicalisation sont une aubaine afin d'intervenir et de s'implanter territorialement. Cela nous amène à la seconde reconfiguration infrastructurelle que l'on peut observer, celle entre l'aile droite et l'aile gauche de l'État, donc le sécuritaire et le policier et le social. Là où ces deux domaines se veulent traditionnellement comme séparés, voire même en opposition, on observera une graduelle restructuration, voire même pacification du rapport entre ces deux domaines. Bien entendu, il y a toujours eu une porosité entre ces deux domaines, par exemple dans la question de la délinquance juvénile, où les travailleurs sociaux sont amenés de temps en temps à travailler avec la police. Mais à travers la question du radicalisme, on observera un réalignement important dans le cadre de la création de cellules de concertation, ce qu'en Belgique on appelle les CECIL, les cellules de sécurité intégrale et locale, qui ont vu le jour dans les années 2013 et qui ont été formalisées en 2018 en Belgique. Il est intéressant de noter que l'équivalent a aussi été créé en France en 2019, avec la Belgique comme exemple, à travers les cellules départementales de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, le CLIR. L'installation de ces collaborations pluridisciplinaires qui rassemblent des acteurs du bien-être, de l'éducation, de la cohésion sociale avec la police a fait couler beaucoup d'encre, notamment dû à la transformation importante qu'ils induisent autour des questions de secret professionnel. En effet, dès l'installation des CECIL, la question du secret professionnel, qui en Belgique est garantie par l'article 458 du Code pénal, s'est posée et plusieurs acteurs sociaux ont marqué leur refus de participer à ces concertations pluridisciplinaires. À travers les années, un nouveau consensus est néanmoins créé autour de la nécessité de ces concertations, pour certains, afin d'éviter les signalements abusifs, pour d'autres,
dû à un souci de responsabilité dans la prévention de l'extrémisme et de la radicalisation violente. Tandis que ces différents exemples illustrent la nécessité de retisser un lien social entre les différents niveaux de gouvernance et de domaines sociaux, un autre niveau de reconfiguration s'articulera plutôt dans la dimension théologique, ou ce qu'on pourrait qualifier l'on pourrait qualifier de politique de régulation entre le domaine du religieux et de l'État. Je n'aurai pas le temps de développer ce volet en détail, mais ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a on observe une resocialisation de la population dans la lutte contre la radicalisation, où l'on sera rééduqué, si vous voulez, à identifier les manifestations religieuses qui posent problème ou qui représentent une source de méfiance et de soupçon. Dans sa thèse sur les politiques de lutte contre la radicalisation en France, Aïcha Bonaga souligne comment cette question de soupçon sous-tend le dispositif de lutte contre la radicalisation, qu'il s'agisse de la lutte contre l'islam radical ou de la lutte contre le séparatisme, un habitus de soupçon ou de méfiance deviendra prépondérant et le peuple apprendra à devenir méfiant. Bien entendu, l'on pouvait déjà observer ces différentes inquiétudes dans les différents débats autour de la laïcité qui sévissent en France depuis les années 2000 et qui ont culminé dans la loi dite Stassi en 2004. Mais tandis que ceux-ci s'inscrivaient dans un souci d'émancipation et donc de libérer les femmes, par exemple, du religieux, etc., la question de la radicalisation viendra y rajouter une couche de méfiance, dans l'idée qu'une désorientation éthico-normative ne représente pas seulement un problème d'ordre social ou d'émancipation, mais pourrait aussi poser un problème pour la sûreté nationale. Tout l'enjeu est donc d'apprendre à identifier les signes. Tandis que dans certains cas, cela devient clair, par exemple, je pense au voile intégral, dans d'autres cas, c'est plus flou, et on assistera alors à de véritables efforts herméneutiques afin de déterminer la nature de l'objet. Et on l'a vu dans le débat autour de l'abaya. Qu'est-ce qui distingue une abaya d'une robe ? Face à un contexte où la crise est omniprésente, la question de la sécurité émerge comme un socle important qui permet non seulement un surenchèrement par rapport à l'impuissance de l'État, mais aussi un renouement dans le rapport à la société. À la différence de la lutte contre le terrorisme, qui va de pair avec son lot de déclarations et d'actions punitives, la lutte contre la radicalisation apparaît plutôt comme une brèche fragile qui nous est tendue afin de retrouver une forme de sens commun dans des temps troubles. L'État apparaît dès lors comme un berger qui nous aide à déceler le danger et à avoir confiance dans son soutien. Ce pouvoir pastoral de l'État, qui avait été contesté par les mouvements autoritaires de la seconde moitié du XXe siècle, se voit doté d'une nouvelle légitimité et d'une nouvelle promesse de réenchantement à travers la lutte contre la radicalisation. Dans un de mes textes, j'utilise la terminologie du fétiche, un concept emprunté au théoricien Achille Mbembe et que les anthropologues connaissent bien pour essayer de capter la fonction divinatoire de cet investissement symbolique, mental et affectif dans ces politiques de lutte contre la radicalisation. Le fétiche, Mbembe nous le rappelle, est un objet divinatoire qui permet une stabilité ou une rassurance face à l'impuissance. L'on pourrait dire que les politiques de lutte contre la radicalisation agissent tel un fétiche qui nous rassure. Mais celui-ci reste aussi hanté par une vulnérabilité constante, car prédire l'avenir reste une compétence divine, quoique l'État séculier veuille prétendre. C'est pour cela qu'il faudra continuer à rassurer la société, dans l'espoir que celle-ci veuille bien rester calme. Je vous remercie pour votre attention.